un an déjà que le prospère homme d'affaires Patrice Talon a pris les rênes du Bénin et a décidé d'en faire une destination de réussite, surfant ainsi sur le vote sanction du peuple contre les hommes politiques. Mais ici, il s'agit de la gestion d'un pays et au-delà, voire avant même les recettes d'un management gagnant. Patrice Talon a dû faire de la politique. Et il sera obligé d'en faire jusqu'à la fin de son mandat. Après un an de magistère politique, qu'on a apprécié l'essai de celui qui est resté longtemps dans l'ombre de la politique. Pour l'heure, le président du Bénin fait l'exercice du fracas et de la rugosité, de l'adversité des décisions politiques. En témoigne par exemple son projet de révision constitutionnelle après les colères sourdes de l'opération de déguerpissement opérée par ses préfets. Et pourtant, des décisions non clivantes, il en a pris dès son installation en avril 2016. Désignation des chefs-lieux des 12 départements, jamais réussi avant lui. Suppression des privilèges dans la haute administration pour diminuer le train de vie de l'État, annulation des concours frauduleux, pour ne citer qu'un certain nombre de décisions politiques qui ont provoqué, sinon de l'adhésion, du moins, qui ont suscité très peu d'adversité. Que retenir du bilan politique et du style politique de Patrice Talon un an après? Vous l'avez compris, c'est à cet exercice critique que nous allons essayer de nous livrer sur ce plateau. Merci de nous recevoir chez vous avec 3 invités. Je commence par celui que je considère comme un peu le modérateur de ce plateau, l'arbitre de ce plateau. C'est un universitaire. J'ai nommé Monsieur Nathaniel Kitty. Il n'est pas habitué à nos plateaux. Ce sera désormais chose faite. Il est politiste. Merci d'accepter d'apporter vos éclairages indépendants sur ce débat qui va porter sur le bilan critique d'un an de gestion de Patrice Talon. Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir invité. Alors, politistes, les Béninois ne sont pas habitués à voir des universitaires présentés comme politistes. On a l'habitude d'utiliser politologue, mais vous avez insisté sur politiste. Pourquoi cette appellation précise pour éclairer tout le monde? Oui, parce que c'est ça qui convient mieux à nous, enseignants en sciences politiques. Politologue, c'est le grand ensemble dans lequel vous avez tous ceux qui ne sont pas spécialistes, qui s'intéressent à la question. Donc vous, en tant que politiste, vous construisez, vous enseignez des théories politiques. On se distingue du grand ensemble. Vous analysez les politiques publiques, vous décryptez les manœuvres, les comportements, les actes, les décisions politiques. C'est un peu votre job, votre rôle dans la société. Bien sûr. À vos côtés, un ancien ministre FCBE, il a travaillé avec l'ancien président Boni Yayi, Gustave Sonon, ancien ministre des Travaux publics. Merci de venir partager avec nous votre position, votre posture politique par rapport au regard critique sur le bilan. Merci beaucoup, M. Ozias. Avec plaisir. En face de M. Gustave Sonon, Urbain Amegbedji, vice-président du parti Alternative Citoyenne. Il soutient l'action du gouvernement. Merci d'accepter de croiser le verbe avec votre vis-à-vis Gustave Sonon sous l'arbitrage et la modération de l'universitaire. C'est un plaisir. La première question, ce bilan d'un an, comment vous le voyez? Bilan positif, bilan en demi-teinte, verre à moitié plein, à moitié vide? Je vais solliciter d'abord le regard, l'opinion de l'universitaire. C'est un verre plein au 5e. Au 5e? Oui, au 5e, parce que le président a été élu pour un mandat de 5 ans et il vient de faire 1 an. Donc le verre est plein au 5e. Par rapport au temps? Par rapport au temps. Maintenant, on peut discuter. Donc vous considérez que l'an 1 a été bien rempli? Oui, l'an 1 a été rempli selon l'objectif que le président s'est fixé. Absolument. Oui. Bon, j'ai l'habitude de dire qu'on ne pose pas une question fermée aux hommes politiques, hein, parce que je ne pourrais pas vous donner une réponse aussi fermée pour dire c'est positif, plein à moitié ou à demi-moitié. Là, vous êtes dans l'habile rhétorique de l'homme politique qui dribble souvent les questions. Oh non, c'est pas pour dribbler, c'est pour dire que tout acte qu'on pose, vous savez, à côté de la thèse, il y a toujours l'antithèse. C'est-à-dire que l'an 1, en termes de temps, ça fait un 5e, naturellement. Ben, en termes d'actes, il y a des choses positives qu'on peut tirer, comme
des choses négatives. L'objectif, c'est que les plus et moins, si on croise, le souhait, c'est que les plus dépassent les moins, mais pour le moment, il y a une petite déception au niveau du peuple. On verra point par point la lumière d'un certain nombre d'actes politiques qui ont jalonné l'an 1 du mandat du président Talon. Hubert Mewedi, c'est à vous d'apprécier. On imagine la réponse. Non, vous n'imaginez pas la réponse. Je vais vous surprendre. Ah, d'accord. Non, vous voyez, dans cette posture, je veux bien écouter le ministre Sono, qui a une meilleure position pour regarder. Je veux bien écouter le politiste, qui a une meilleure position pour apprécier. Nous allons nous évertuer à expliquer les fondements de notre action, les motivations, les objectifs, et les écouter afin d'en tirer les leçons. Sinon, je dirais, bon, c'est encourageant. On peut au moins dire, c'est encourageant. En attendant d'entrer dans les détails, puisque vous vouliez que ce soit la première question, je crois que certaines choses ont été faites, d'autres un peu moins. Mais c'est la vie qui est ainsi faite et je dirais globalement, c'est encourageant. On a interrogé les citoyens béninois pour savoir comment ils apprécient les premiers essais politiques de celui qui s'est considéré comme le compétiteur né pour d'un seul coup d'essai à sa première candidature à l'élection présidentielle. Eh bien, il a décroché le siège présidentiel, mais après, les Béninois apprécient ses premiers actes politiques. On écoute nos concitoyens. Selon moi, personnellement, en tant que Béninois citoyen, c'est désolant. Parce que d'une part, d'après ce que le président Patrick Talon nous a dit dans les campagnes, il est un homme qui est venu ressusciter les Béninois de la mort à la vie. Mais de 6 avril 2016 à 2017, c'est triste. Moi, j'attendais beaucoup du président, mais actuellement, ça ne va pas. Ça ne va pas et je demanderai simplement au président qu'on a toujours espoir que ça va changer. Donc le président n'a qu'à plus s'accrocher sur le volet social. Parce que sur le plan social, ça ne va pas du tout. Et lui-même, il a déjà dit, il en est conscient, il nous a dit d'attendre 2 ans. 2 ans, c'est trop. 2 ans, c'est trop. Parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Il faut qu'ils revoient leur politique sur le plan social et sur le plan économique. Un an de Patrick Talon, on ne peut pas dire c'est bon, on ne peut pas dire que c'est mal. Ce que moi je vais dire à Patrick Talon, il a le président Sogo qui est à côté. Il a le président Yahi qui est là. Ce que Yahi a fait, on a vu. Ce que Sogo a fait, on a vu. Ce n'est pas maintenant que Talon est venu qu'on va dire que Talon ne travaille pas. Il fait l'effort. Il n'a qu'à faire l'effort plus que ça. Les Béninois, ils ont fait. Ils veulent manger. Ils veulent travailler. À la limite, les Béninois qu'on écoute, ils priorisent l'économique, le social, plutôt que le politique qu'ils ravalent à des considérations pas prioritaires à leurs yeux, à part la dernière actualité politique qui soulève beaucoup de tensions, beaucoup de polémiques. Je vais parler de la révision constitutionnelle. Revenons quand même sur un certain nombre d'actes qui ont été pris. Commençons par le début, la formation même du gouvernement. Il y a eu un resserrement de la configuration du gouvernement. Comment avez-vous apprécié, vous le politiste, cet acte politique? Je pense que c'est une bonne chose de diminuer le volume du gouvernement, comme on a l'habitude de le constater au Bénin depuis l'arrivée au pouvoir du président Mathieu Kérékou. Parce que sous le président Soglo, il y avait eu beaucoup de rationalité dans la composition du gouvernement parce qu'il était nécessaire de régler un problème économique. À l'arrivée du président Kérékou, les considérations politiques ont fait que le gouvernement ou bien les gouvernements successifs qui ont été formés ont pris de volume. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, l'a annoncé pendant la campagne. Il a dit qu'il venait pour faire un mandat de 5 ans et parti. Par conséquent, il n'avait pas trop les mains liées. Et c'est ce qui a fait qu'il a formé un gouvernement de 21 ministres. Exact. Mais il pouvait faire mieux. En venant ici, j'ai cherché un peu, j'ai vu les différents gouvernements obèses qu'il y a en Afrique. Le Bénin, 21, mais il y en a qui ont 11 ministres.
12. Vous avez par exemple les îles Seychelles, c'est 11 ministres. Sao Tomé, Principe, 12 ministres, ainsi de suite. Le président pourrait faire mieux. Si vous prenez par exemple les 3 ministères qui s'occupent des questions liées à l'enseignement, on peut les regrouper en un ministère de l'Éducation nationale. Vous avez le ministère de la Communication, le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. On peut les mettre ensemble. Il en est de même pour le ministère de la Fonction publique et le ministère de l'Économie. Parce que tous les actes qui passent par le ministère de la Fonction publique se retrouvent après au ministère de l'Économie. Et puis, progressivement, on assiste à un décrochage où chaque ministère se retrouve autonome pour prendre les actes qui régissent les carrières des fonctionnaires. Donc je pense qu'à ce niveau, la réflexion doit continuer pour qu'on réduise sensiblement le volume du gouvernement dans notre pays. Monsieur Gustave Sono, est-ce que vous considérez que par rapport au gouvernement auquel vous avez appartenu, à l'ancien président, par rapport au style, déjà, il annonce les couleurs d'un management qui se détache du clientélisme, qui piège souvent les dirigeants en Afrique? Ce n'est pas un cas particulier au Bénin où les dirigeants, quand ils sont nommés, ils sont tenus de donner à manger, pour utiliser une expression notoirement populaire, donner à manger, rapprocher de la marmite gouvernementale ceux qui l'ont aidé à se hisser au pouvoir. Est-ce que vous considérez que c'est quand même une avancée par rapport aux anciennes pratiques? Non, pour moi, ce n'est pas une avancée forcément. Et je crois que c'est discutable. Parce que vous savez, si vous suivez l'évolution du monde ou bien de la technologie, c'est que nous allons progressivement vers la spécialisation. Et la concentration a aussi ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai qu'on peut on peut concentrer les ministères lorsque on a vraiment, par exemple quand je prends l'éducation, ça peut être concentré en un seul ministère, d'accord. Mais il y a d'autres secteurs, on a besoin d'aller à une spécialisation. Si je dois caricaturer un peu, vous voyez, avant nos médecins quand ils sortent, on les appelle des médecins généralistes. Ils sont à la fois dentistes, chirurgiens, ils font tout. Mais aujourd'hui, le chirurgien ne pourra plus nécessairement s'occuper du dents, etc. Donc, pour l'évolution du monde aujourd'hui, on a besoin un peu d'aller un peu à une certaine spécialisation. C'est pourquoi je trouve que le règlement du problème n'est pas nécessairement dans le ruissellement de la taille du gouvernement. Beaucoup reprochent à Patrice Talon, bien que faisant un effort de se détacher du clientélisme, d'avoir quand même recruté dans son gouvernement d'anciens, comment on appelle, partisans de l'ancien régime. Et pour reprendre le mot continuité, on a considéré que véritablement là, il n'y avait pas rupture. Oui, mais il faut être réaliste. Là, il est rattrapé par la politique, la réelle politique. La politique. Nous sommes, après tout, on est en politique. Vous ne croyez quand même pas que le président de la République, après avoir signé un accord avec les membres de la rupture, puisse former son gouvernement sans en tenir compte? Je crois que l'effort qu'il faut saluer, c'est d'en arriver avec tous ces membres de la rupture à faire un gouvernement de 21 membres. Ça, c'est une prouesse. Parce que ce n'était pas aisé au départ d'en arriver à cela. Ça aurait pu amener des gens à se fâcher et à créer en même temps une scission au sein de la rupture. Ça n'a pas été le cas. Et donc, ça n'a pas manqué sans doute dans les rangs de ses partisans, ceux qui l'ont soutenu. Bon, ils ne l'ont pas exprimé. Peut-être c'est du ressenti non exprimé. Mais à l'arrivée, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu ce sentiment de ce que, au sein de cette coalition, la formation du gouvernement a fait sauter la coalition. Est-ce qu'il a résisté à la tentation de récompenser tous ses partisans? C'était quoi sa ligne de conduite, le principe fondateur? Il faut rompre avec le train de vie de l'État que nous avions. Nous sommes un pays pauvre, un pays aux ressources limitées. Nous devons, si nous voulons aller vers le développement, tenir compte de nos ressources, de nos potentialités, de nos capacités à gérer pour entretenir une basse-cour politique. Cela n'est pas intéressant. Lors de la formation du gouvernement,
c'est assez parfois difficile aux dirigeants de pouvoir concilier toutes les positions. Restons dans la séquence avril 2016 et février 2017 pour évoquer un certain nombre d'actes politiques qui ont été pris. Je voudrais vous demander, je reste avec vous, M. Gustave Sono, la désignation des chefs-lieux des 12 départements qui a été un sujet politico-administratif hyper difficile, politique très difficile à gérer juste avant lui, est-ce que vous considérez quand même que là il a réussi justement par sa fermeté? Ça, je l'ai dit dès les 100 premiers jours, partout où je suis passé. Il a dit s'il y avait un acte positif à mettre à l'actif du président de la République, ça, il a réussi ce coup. Et on aurait même aimé que, par rapport aux projets qui ont été proposés, depuis les 100 premiers jours, j'ai dit c'était des actes très positifs. Si je peux juste... Monsieur Biamegui, justement, il a pris le risque, c'est vrai, déjà de frustrer un certain nombre de partisans politiques en ne donnant pas des postes à tout le monde, mais là, il a pris aussi des risques. Vous qui êtes proche de lui, comment il a réussi ça? Mais vous le connaissez, c'est lui qui est comme ça. Il a promis de le faire, il le fait, parce qu'au fond, ce qui a manqué, ce qui a toujours été, disons, la difficulté des anciens dirigeants à le faire, c'est la politique, c'est le mécontentement. Vous avez vu, les gens ont manifesté, les gens ont marché. Il les a écoutés, mais il a dit qu'il fallait le faire. Ça veut dire qu'il a anticipé avant même de lancer la décision. Bien entendu. Mais pourquoi on n'a pas pu... Il a fait des consultations nocturnes. Bien entendu. Pourquoi on n'a pas pu mettre les chefs-lieux depuis longtemps? On ne veut fâcher ni Paul ni Pierre. Mais dans un État, il faut décider. Il faut à des moments donner quelqu'un pour décider. Et il a dit qu'il faisait un mandat de transition. Un mandat pour faire des réformes. On prend le risque d'être impopulaire. Bien entendu, c'est le cas aujourd'hui, vous le voyez très bien, il prend le risque de faire des réformes. Beaucoup de gens sont mécontents parce que les réformes sont en cours. Il n'y a jamais de réforme qui puisse satisfaire tout le monde. Et pour faire des réformes, il faut avoir le courage. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, quand vous m'avez demandé comment j'appréciais le bilan, j'ai dit c'est encourageant. Dans encourageant, il y a courage. Et donc, la réforme est nécessaire. Devrions-nous trouver les passerelles pour trouver quelle anesthésie utiliser pour que la réforme puisse être acceptée de tous. Je vais demander aux politiques comment ils apprécient un certain nombre d'actes politiques pris dès le début du mandat. Est-ce qu'il a bénéficié justement de la grâce des débuts et donc il en a profité en habile manœuvrier pour rapidement poser ces actes-là qui auraient pu fâcher. En fait, qu'est-ce qui a le plus joué selon vous? Son tempérament, son style ou bien l'état sociologique, sociopolitique du pays à ce moment-là? Oui, tout a joué parce qu'il devrait aller vite. Il devrait aller vite parce que l'attente était aussi grande. L'espoir du peuple était aussi grand. Donc, il avait le temps. Le temps était un impératif important dans la prise de cette décision. C'est pourquoi, rapidement, il a pris cette décision. Quoique difficile, il les a prises quand même. En dehors de ça... La suppression des privilèges dans l'administration, un certain nombre de primes, des décrets, une vingtaine que l'ancien président a pris vers la fin de son mandat. Là, premier acte, Talon, il est supprimé. Oui, à la veille du départ d'un président, il y a des actes qu'il faut se méfier de prendre. Et parce que ces actes courent le risque d'être remis en cause à l'arrivée d'un nouveau président. Et c'est ce qui s'est passé. Mais le problème ne se trouve pas à ce niveau. C'est de savoir si l'acte qui avait été pris était justifié. Est-ce que c'était nécessaire de le faire? Je n'ai pas étudié la question et je ne pourrais pas répondre. Alors, M. Urbain Amegbéji nous dira un peu les éléments de motivation justement qui ont pesé sur la table pour l'abrogation de ces décrets pris à la va-vite à la toute fin du régime précédent. Non, cela découle de votre introduction, à la va-vite. Tout ce qui est fait à la va-vite, enfin, ça veut dire que je m'en tiens au fait. Bien entendu, ce n'est pas... Dans les dernières heures du mandat. Dernières heures du mandat, et donc à la va-vite, ce n'est pas bien pensé, ce n'est pas bien conçu, et souvent c'est pour satisfaire... On peut régler une urgence à la dernière minute. Oui, mais pas à la va-vite. On peut régler une injustice, je veux dire, à la dernière minute. Pas à la va-vite. Tout ce qui est fait à la va-vite doit être frappé de réanalyse. Non, disons que ces suppressions n'ont pas causé autant de problèmes au niveau de l'opinion publique. C'était dans une posture de revanche ou bien vous contentez l'opinion qui était... Parce que l'opinion aurait réagi autrement.
l'opinion aurait réagi autrement parce que vous n'ignorez pas que la plupart de ces décrets qui ont été rapportés avaient créé des intérêts pour des gens. Et pourtant, ces personnes ont dû se taire et n'ont pas réagi. Je crois que nous devrions mettre un peu de transparence dans notre gestion des choses de l'État. Vous voyez, un régime qui a fait 10 ans a eu toute l'opportunité de prendre des actes, de prendre des décrets, de gérer l'État à sa manière et selon la politique qui s'est tracée. Que le régime soit obligé au dernier moment d'empiler des actes, des décrets, est déjà suspect. Les décrets qui ont été supprimés, c'est des décrets qui créent des droits, qui créent des dépenses. Mais vous êtes en train de partir. Pourquoi vous créez les dépenses à celui qui vient? Celui qui vient dit, OK, je les annule d'abord, j'apprécie l'opportunité et la légalité et je les remets en toute connaissance de cause et en toute responsabilité. Parce que là, maintenant, il faut les assumer. Je donne la parole à M. Gustave Sono qui brûle de réagir parce qu'il a parlé, se sent interpellé. Mais juste, je vous permets de finir sur la question de la suppression d'un certain nombre de privilèges. Il n'y a pas que ces primes allouées à la faveur de ces décrets spéciaux, mais c'est tout un train de primes, de perdièmes et autres qui ont été supprimés au niveau de l'administration. C'est au risque de se mettre à dos l'administration, justement, dont il a besoin pour travailler. Oui, vous savez, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. C'est vrai. Il y a eu beaucoup de privilèges qui ont été supprimés, y compris pour le chef de l'État et pour son entourage. Oui, bon, je peux vous dire, bon, le chef de l'État, c'est sans grande douleur. Je comprends. Sans grande douleur. Mais son entourage n'est pas lui. Son entourage est bien différent et a des besoins qui sont différents. Et donc, si vous voulez, faire changer les gens, changez vous-même. Commencez par vous-même. Je peux vous dire que la réforme de l'administration a commencé par le palais. Pour l'une des choses que je sais aujourd'hui, il n'y a plus de ticket valeur au palais. Donc, le monsieur s'applique d'abord les décisions, applique les décisions à son entourage, puis l'étend à tout le reste. Je crois que c'est dans la logique de la réforme et de l'allègement des dépenses de l'État, de la charge qui pèse sur l'État, de manière à ce que nous ayons des ressources pour le développement. J'entends, je vois qu'il y a beaucoup de grincements dedans. Je pense qu'il les écoute également, que nous aurons l'occasion d'en discuter afin de voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Cela est d'autant plus, me semble-t-il, important que dans l'état actuel du niveau de nos salaires par rapport au coût de la vie, beaucoup de fonctionnaires se plaignent. Les primes sont comme une soupape de sécurité qui viennent arrondir un peu les fins de mois. Les primes continuent d'être payées. Il y a beaucoup qui semble-t-il avaient été supprimés. Monsieur Gustave Sono, vous vous êtes senti un peu interpellé par rapport, à la suppression des fameux 20 décrets octroyant des privilèges. Non, je ne sais pas sur quel indicateur vous vous êtes basé pour dire la va-vite. Non, j'ai évoqué la dernière, les derniers instants du mandat de l'ancien président. Non, j'ai l'habitude de dire, lorsque vous êtes président, vous avez jusqu'à... il avait le pouvoir... Jusqu'à la dernière heure de son mandat, pour prendre des actes. Et ce que vous signez à l'instant T, cela ne veut pas dire que ça a été préparé à l'instant T. Peut-être que ça faisait objet de discussion pendant plusieurs années et que vous avez fait. Monsieur Gustave Sono, faisons un exercice d'honnêteté. L'honnêteté, c'est ceci. Des actes qui ont été peut-être pensés depuis Mathusalem, mais qui ont été rendus effectifs à la fin du mandat. Il y a eu deux catégories de décrets. Sinon, les privilèges accordés aux fonctionnaires, ça ne date pas du temps du docteur Boniaï. C'est ce que je dis. Il a fait des réactualisations. Les primes et autres. Il a attendu la fin du mandat. Non, il n'a pas touché. Non, pas du tout. Pas du tout. Les primes qui sont supprimées aujourd'hui ne concernent pas du tout. Je crois, dans notre histoire, avant 1990, avec la Révolution, il n'existait pas la notion de PDM. Maintenant, ce qui est intervenu, incriminé, je crois que ça concerne les corps d'abord, les policiers et autres là. Et je vous jure... Aussi, oui, il y a un certain nombre, beaucoup, et c'est des choses qu'on traînait depuis 2014. Si vous permettez. Oui, il y a ça. Donc, quand on dit que c'est à la veille, à la va-vite, c'est ça que je rectifie. Donc, il y a une petite précision. Maintenant, ce qui a semblé
on a commencé par créer, je crois que c'est le décret concernant les avantages à accorder au directeur de cabinet. Les secrétaires généraux. Oui, les secrétaires généraux. C'était ça seul qui a été pris. Avec effet rétroactif sur un certain nombre de fonctions. C'était ça seul qui a été... Ça ressemblait à des cadeaux, en fait, pour non, je dis c'est le seul acte. Mais quand on parle maintenant de suppression dans l'administration... On peut s'en tenir à ça. Est-ce que vous considérez quand même que c'est un acte, bon, disons, correct que d'avoir supprimé ça? Non, vous voyez, ce n'est que la réparation de l'injustice. Et je faisais partie de ceux qui ont défendu pour dire que ça devrait même étendu aux autres directeurs. Mais on s'est arrêté au niveau des directeurs de cabinet et les secrétaires généraux. Tout simplement parce que, voilà, on vous nomme dans une administration. Je crois que moi, j'ai été directeur de la programme, quel que soit votre niveau de salaire. La prime qui s'ajoute à votre fonction, c'est 100 000 francs. On voit un directeur ou ceci, et on sait ce qu'on vous demande. Monsieur Gustave Sono, si on vous accorde, sans vous contredire, hein, si on vous accorde l'idée qu'effectivement, il y a une certaine justice sociale je veux dire, pas forcément récompenser, mais à rémunérer des efforts de hauts fonctionnaires, ça, le Béninois ordinaire n'en a pas idée. Souvent, des hauts fonctionnaires sont prisonniers de leur charge, même au-delà d'heures indues au bureau, ils travaillent jusque tard. Mais pourquoi avoir attendu justement la dernière heure du mandat pour le leur accorder et laisser ça à la charge du prochain président? En fait, c'est peut-être la démarche qui est un peu bancale. Justement, je dis, l'acte a été pris. Si ça a été pris le 5 avril ou le 4 avril, ça ne veut pas dire... C'était tout un débat. Et si moi j'avais quelque chose à reprocher à l'acte, c'est le fait que c'est rétroactif. Qu'est-ce que l'université pense justement de cette mesure-là, de suppression? Il y a l'autre. Et en même temps d'annulation des concours frauduleux. C'est les concours frauduleux, je voudrais me prononcer sur ça. Je pense que ça aussi a fait beaucoup de débats. Mais après, il y a une commission qui a été mise en place. La commission a étudié les circonstances dans En fait, on ne va pas revenir sur le déroulé, la procédure, mais c'est l'appréciation de l'acte politique. Et le chef de l'État a pris la décision de les annuler. C'était important. Cet acte était très important. C'est vrai que ça a créé des mécontents, mais de manière générale, on avait observé qu'il y avait une cohésion autour de l'acte qui avait été pris. Maintenant, les concours ont été organisés, certains ont été organisés après. Voilà, et ça a donné le temps à ceux qui étaient admis et dont l'admission a été annulée, de repartir de nouveau et puis de tenter leur chance. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est juste. Maintenant, progressivement, il y a de nouveaux concours qui sont en train d'être organisés. Donc, ce qu'on va souhaiter, en ce qui concerne les concours, c'est qu'ils soient organisés de manière à permettre à ceux dont l'admissibilité a été annulée, remise en cause, de tenter à nouveau leur chance. Monsieur Gustave, est-ce que vous considérez ça... Peut-être vous n'avez pas fini votre idée? Non, je n'ai pas fini. D'accord. Il y a un autre aspect, quand on parle souvent des concours dans notre pays. Il n'y a pas une transparence au niveau des modalités d'organisation et de délibération. D'organisation et de délibération. Je sais qu'un travail a été fait aussi à ce niveau, mais on ne doit pas se contenter seulement de la démocratie politique. Il faut aussi de la démocratie juridique. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous entendez? Ce que je dis par là, c'est que il faut faire en sorte que les Béninois qui sont dans les zones les plus reculées de notre pays et qui n'ont pas les mêmes chances que ceux qui sont dans les zones urbaines participent à la gestion de la chose publique. Donc, il faut les repêcher. Il faut trouver des modalités dans l'organisation des concours pour les repêcher. C'est la règle du clausus numérique ou d'une sorte de, comment on appelle ça, discrimination positive que vous voulez pour les citoyens qui sont dans les zones déshéritées. C'est important. Vous avez parlé de transparence.
Vous avez transparence. La transparence a été imposée également dans les résultats des examens du BPC et du CEP qui, semble-t-il, étaient masqués. Mais cette fois-ci, on a eu la vérité des délibérations. Les résultats étaient catastrophiques. Vous considérez que c'est un... Je ne dirais pas que c'est masqué. Moi, je ne vais pas employer votre thème parce que je ne sais pas les conditions dans lesquelles les délibérations au BPC et au CEP étaient faites. Et si on entendait M. Gustave Soro, mais en tant qu'enseignant, si je dois apprécier les résultats, je vais les situer à 3 niveaux. La responsabilité à 3 niveaux. Il y a d'abord les parents d'élèves, il y a le gouvernement, il y a maintenant les élèves. Il y a souvent des clauses de rachat, des critères de rachat qui sont décidés de façon circonstancielle, conjoncturelle à faveur des résultats des examens qui s'annoncent peut-être catastrophiques. Je vais interroger Monsieur le ministre sur ces actes qui ont été pris par le gouvernement Patrice Talon. C'est pour dire que déjà dès les 100 premiers jours, j'avais déjà approuvé la démarche du gouvernement par rapport au concours. Okay. Parce que moi je ne dirais pas frauduleux. Du moment où il y a eu des soupçons par rapport à ça, la méthodologie veut que, bon, on s'asseye et qu'on regarde. Le gouvernement dit, je suspends, et puis j'analyse. Bon, c'est à eux maintenant d'apprécier. Vous appréciez cette sorte de moralisation parce que vous voyez, il vaut mieux rapidement qu'on vous juge et que vous soyez situé, qu'on continue à les responsabilités. Les concours qui ont été repris, par exemple, le directeur général de recrutement, il a eu son enfant qui est admis maintenant sous même la rupture. Mais si pendant il était là maintenant, on allait dire, moi ma fille est reçue au bac, et malgré le résultat catastrophique. Mais si c'était quelque chose qui était organisé par le gouvernement, on va estimer que bon... Vous appréciez le fait qu'on mette les choses à plat, qu'on essaie de trouver les... Lorsqu'on dit on a maquillé les résultats, vous voyez, j'ai eu à dire à quelqu'un par exemple que ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le ministre... ce sont des hommes politiques. Ils viennent, ils font le management. Les mots dont nous souffrons, ce sont nous-mêmes les cadres qui doivent s'affirmer. Moi, par exemple, quand je suis resté au ministère des Travaux publics, et lui aussi, il me connaît quand je suis venu au ministère chargé des relations. Je leur ai dit, bien sûr, je leur ai dit, au ministère, il n'y a pas de politique. Vous me sortez les résultats conformément à ce qui doit être conformément au test. Point. Bon, maintenant, si à un moment t'es donné, les gens, d'une manière ou d'une autre, vous voyez, tout président a besoin d'un mieux-être pour sa population. Donc, et si on a mis des critères pour faire des rachats, qu'on mette ça sur le compte du président pour dire, on a le vrai visage, on a ceci. Moi, je dis, ce sont les cadres que j'incrimine à ce niveau, qui n'ont pas été fermes pour dire, bon, pour réussir, c'est eux qui ont défini les critères. Et c'est eux qui définissent encore pour dire, bon, on va rajouter jusqu'à 7 ou 8, on doit être en mesure de dire, ça, on ne peut pas le faire parce que le niveau est bas. Si vous permettez, M. Oubiameviji, on va écouter un certain nombre d'acteurs politiques sur le bilan politique, sur ces actes que nous évoquons. Son bilan trouve son siège dans la rupture avec les pratiques anciennes. Rupture d'abord en ce qui concerne ce qui a fait engranger à l'État d'immenses ressources qui ont été réaffectées aux services sociaux, aux écoles et autres. Le bilan également, c'est dans le style de management. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, nos enfants, vos enfants, les enfants des Béninois doués, quand ils passaient des concours administratifs, ils étaient quasiment sûrs d'échouer. Parce que c'est d'autres critères qui prévalaient à leur sélection. Dieu merci, aujourd'hui tout cela est terminé. Il faut d'abord féliciter le nouveau gouvernement et reconnaître qu'il y a eu la volonté de faire des changements, la volonté de faire des progrès. À la fin de cette première année, nous constatons que le gouvernement a eu un grand problème de stratégie et de démarche. Dans les méthodes et les stratégies de fonctionnement, le gouvernement ne s'efforce pas de rester collé à la population, d'aller vers les populations, comprendre d'abord les préoccupations. Je suis un certain homme
de choses à faire avant de s'engager, avant de prendre des décisions. Je le dis parce que je suis dans le secteur de la décentralisation. La bonne initiative de mettre en place 12 préfets aujourd'hui est compromise par la façon dont les préfets ont fonctionné en termes du respect des lois de la décentralisation. On a compris que, au lieu de renforcer l'efficacité des communes, on a mis en place les préfets pour plutôt renforcer le pouvoir de l'État central. Et moi je crois que les réformes qui sont en cours, c'est des réformes impopulaires, mais des réformes d'espoir. Mais par contre, ce que nous demandons au régime, c'est de voir un peu le côté social. Parce que moi, en tant qu'animateur, en tant qu'acteur politique, je suis véritablement proche de nos populations, je suis véritablement proche de mes mandats. Ils disent, nous avons fait. En un an, objectivement, beaucoup de choses ont été faites. Alors, un aspect très important qui m'a impressionné, c'est par rapport à la déconcentration de l'administration. Je vais parler de l'opérationnalisation des 12 départements. Au niveau des 12 départements, nous avons des préfets. Donc là, il faut avoir le courage de dire à ce niveau-là que c'est bon. Ce qui n'a pas marché, c'est par exemple la libération des domaines publics. C'est vrai que le domaine public appartient à l'État. Il a manqué un peu de stratégie pour le gouvernement. L'autre aspect, je viens du Bénin profond, c'est par rapport à l'agriculture. Les tas de coton sont dans les champs. Alors, on sait que le coton, c'est une filière qui cause la croissance. Et là, le gouvernement a fait un effort. Cette année, on a produit du coton. C'est important. Notre croissance va bondir. Là encore, j'invite le gouvernement à vraiment doubler d'efforts pour collecter ces cotons qui sont au niveau avec les producteurs. En somme, je dirais que ce gouvernement, en un an, beaucoup de choses ont été faites et nous les encourageons à aller dans ce sens et à prendre encore davantage les préoccupations du peuple. Et je voudrais que le gouvernement ajoute une petite dose de social dans ce qu'il fait. Voilà, on vient de suivre un certain nombre d'acteurs politiques. Bon, les avis sont partagés. Les avis sont partagés, verre à moitié plein, à moitié vide. C'est selon le camp qu'on campe. Mais d'une manière générale, on a remarqué quand même une tonalité négative sur l'opération de déguerpissement. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les médiations. Ça a été des avancées. Et bon, je ne voudrais pas trop revenir là-dessus. Les protestants sont en guerre depuis des décennies. Il a pu les réconcilier. Il a pu également réconcilier la famille du sport. Cela montre également, au-delà de tout ce qu'on peut dire, le caractère humain de l'homme. Ce que vous avez appelé déguerpissement, nous n'appelons pas ça déguerpissement. Nous l'appelons plutôt libération de l'espace de l'occupation des espaces publics. C'est la libération des espaces publics. Voyez-vous. En quoi il y avait urgence et pourquoi il n'y a pas eu suffisamment de pédagogie pour annoncer la mesure et surtout des mesures d'accompagnement pour reloger, réinstaller les gains petits qui avaient là, comme je l'ai dit aussi, une soupape de sécurité économique pour survivre. Voyez-vous, non, il y a eu suffisamment d'avertissement, de sensibilisation. Ça a duré 6 mois. Il faut quand même passer à l'acte. Et donc, par rapport à cela, on ne peut pas faire tellement le reproche au gouvernement de n'avoir pas préparé les populations. Il y a eu des grandes plaques et tout ça. Les mesures d'accompagnement, c'est assez difficile. Voyez-vous, une telle opération, en termes de mesures d'accompagnement, que nous aurions dépensé la moitié du budget de l'État, que nous ne pourrions pas dédommager tout le monde. On ne pourrait pas le faire. Je peux vous dire que la difficulté que Monsieur le ministre des Transports est là, si je mens, il peut le dire. Le problème que le Bénin a est que le Bénin veut faire une route de 10 milliards
mais dépense aussi 10 milliards pour dédommager les occupants. Et ça, on aurait pu installer la création d'espaces marchands dans des circonscriptions. Bien entendu. Et anticiper d'abord par cela avant de procéder. Non, il y a eu, la Sogema a essayé d'aménager des espaces. Tous les espaces ne sont même pas occupés aujourd'hui. Parce que le problème de l'occupation de l'espace public, c'est devant sa déventure. On a sa clientèle. On a ses propres clients, ses prestataires. Et donc, de se déplacer pour aller dans un marché est une autre culture que nous ne connaissons pas. La culture que nous avons, c'est de faire la maison et tout de suite d'ouvrir une boutique au dehors pour vendre un peu de piment, un peu de sel. Et on a commencé par sortir maintenant du dehors pour le mettre devant la maison et d'occuper l'espace public. Et donc, c'est toute une culture qu'il faut changer. Et ce n'est pas facile, j'en conviens avec vous. Mais je ne sais pas si vous avez imaginé le coût de ce dédommagement si on devrait rembourser à chacun. Nous ne pourrions pas... Est-ce qu'on est obligé de l'entendre comme dédommagement? La concession d'espaces marchands et l'occupation, c'est à franc coûtant, oui. Ce n'est pas Cela gratuit. a été fait. Ils ont des tickets qui payent les marchands. Cela a été fait. Tout le monde n'a pas pu peut-être avoir de la place dans tous les marchés comme il l'aurait voulu. On ne pouvait pas satisfaire tout le monde. Mais je pense que le gouvernement est à l'écoute. Il y a eu des évolutions. Vous avez vu la dernière décision du gouvernement qui a demandé de dédommager ceux qui étaient illégalement frappés. Justement, ça c'est suspect. Alors, M. Gustave Sono, vous ici qu'il y a eu quelques excès et le chef de l'État avait autorisé donc qu'il y ait des dédommagements et des réparations. Cela aussi montre qu'ils sont à l'écoute de la population. Mais je voudrais lancer un appel et dire, c'est fait, c'est fait. Avançons ensemble. Ne regardons pas dans le rétroviseur, ce serait suicidaire. Monsieur Sono sera d'accord avec moi. Il a souvent été d'accord avec moi. Parce que, à quoi doit-on s'attendre? Parce qu'il va être d'accord avec moi. Pour l'avenir. C'est pour l'aménagement. Non, je ne serai pas d'accord. L'aménagement de notre cadre de vie. Ne pleurons pas. Vous savez, vous avez une gangrène au couple. Alors, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Ce qui va arriver, c'est qu'il y aura des programmes pour le développement des villes qui vont amener à l'aménagement de ces espaces. Ils l'ont annoncé, le ministère cadre de vie l'a annoncé, qui vont permettre d'assainir notre cadre de vie et de vivre dans un cadre plus sain, qui permet aux gens d'être plus à l'aise et d'attirer également les étrangers et tous les investisseurs qui peuvent se sentir à l'aise dans notre environnement. Je ne suis pas totalement d'accord parce que... Pour une fois. Oui, pour une fois. Mais je vous le concède. Oui. Il y a péché au niveau de la méthodologie. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, vous voyez, on a tué l'économie, la petite économie. Et aujourd'hui, parce que l'espace qui est libéré actuellement, on en fait quoi? Les projets ne sont pas encore là. On pouvait aller avec méthode. J'avais approuvé lorsque le gouvernement avait dit 8 villes. Aujourd'hui, c'est les 77 communes. Les pleurs, c'est énorme. CRCAM a des impayés aujourd'hui où, c'est-à-dire, ne justifions pas. Le gouvernement s'est retrouvé avec beaucoup d'actes antisociaux et a encore besoin du même peuple pour régler les réformes et s'est dit, bon, à freiner. On a freiné actuellement. Nathaniel Kitty, aurait-il fallu véritablement une transition avant d'aller au déguerpissement pour préparer des mesures de réinstallation et autres? Oui, l'acte n'était pas mauvais, mais c'est qu'il n'a pas été fait à la béninoise. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que le gouvernement devrait faire cette opération en tenant compte de l'environnement social, de l'environnement économique, ce qui n'a pas été le cas, de telle manière que ça a contribué à accroître la tension sociale, ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Des événements politiques majeurs sont intervenus au sein du camp présidentiel où 2 personnages importants qui ont soutenu le chef de l'État ont eu des postures un peu difficiles. Je veux parler, de l'arrestation de Sébastien Germain Adjavon, le président du patronat, dans une affaire de droit commun qui n'a rien à voir avec la politique, mais beaucoup de salive a coulé, et voilà, affaire pénale, pardon, oui, et on aurait souhaité voir le chef de l'État le soutenir. On s'est aussi beaucoup interrogé sur la démission de Candide Azanaï, la voilà encore un poids lourd qui lâche le président. 2 actes politiques
tout sauf anodin. Alors comment est-ce que tout cela est géré par le chef de l'État? Avec beaucoup de sérénité. Est-ce que ça ne contrarie pas son management politique? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ça n'a même pas dérangé son programme habituel de la conduite des affaires du pays. Mais je dois dire... C'est des soutiens qu'il perd. Oui, mais je dois dire que sur ces deux sujets, vous me permettrez de ne pas être très prolixe. Le premier sujet, c'est l'affaire Adjavon, qui est une affaire pénale. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. C'est une affaire qui est en justice. Et sur la démission des candidats Zanaï? Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, a dit qu'effectivement, le chef de l'État a reçu une telle démission. Cela n'a pas perturbé le Conseil des ministres qui s'est déroulé normalement. Attendons donc la réaction officielle du gouvernement et la réaction de l'intéressé pour nous permettre à nos autres commentateurs de prendre le relais. Monsieur Gustave Sono? Oui. Non, bon, je comprends mon ami qui ne pourra pas dire grand-chose. Mais c'est un coup dur pour le président et il ne peut en être autrement parce que, je l'avais dit, ce qui est sûr, c'est des coups durs, mais cet indicateur montre qu'il y a malaise et qu'autour de lui, on ne lui dit pas tout, et qu'il accepte, parce que j'ai l'impression que le régime actuel n'est pas du tout ouvert à la critique. Mais là, vous avez la liberté de formuler des critiques. Que nous avons faites depuis un an. Oui, c'est la meilleure des choses que nous avons faites. J'aurais aimé que vous criez. Je me rappelle une époque où, au temps de votre gouvernement, on ne pouvait pas recevoir des hommes politiques d'un bord opposé venir s'exprimer librement ici. Reconnaissez-nous que tout le monde est libre de parler. Non. Ah, il y a donc qui ne peuvent pas le faire? Non. Non, vous savez, aux premières heures du régime, on a dit l'OETB est ouvert à tout. J'ai dit, mais je leur donne 3 mois. Il est toujours ouvert. Non, il n'est pas. Mais là, on est un an après, vous êtes là. C'est moi que vous décidez de vous faire un rack et de vous mettre de refuser à la parole. Il faut peut-être d'autres plateaux pour que. Parce que, après tout, l'OETB, c'est le seul organe d'État. Et ça, c'est tout à fait logique. Moi, je l'ai toujours défendu. Chaque organe a une ligne éditoriale. Oui, mais nous, c'est l'expression plurielle de toutes les sensibilités. La preuve, vous êtes là. Et la preuve, il y a un universitaire qui porte un regard indépendant. Non, ça n'a été le fait d'aucun effort, ça a été tout naturel de vous inviter. Et je ne me suis heurté à aucune opposition, aucun résistant. Monsieur Nathanaël Kiti, sur les impacts éventuels politiques de ces deux événements politiques que j'ai évoqués. Je pense qu'il faut faire une étude. Il faut faire une étude, il faut faire peut-être un sondage d'opinion pour pouvoir apprécier la réaction des populations par rapport à ce qui est fait pendant un an. Mais si on s'en tient à certaines déclarations tout à l'heure, on peut constater que la satisfaction n'est pas totale. Parce que quand vous les écoutez, c'est que ça ne va pas. Ça ne va pas, surtout au plan économique. Et le chef de l'État aussi l'a reconnu en donnant un temps pour pouvoir mieux l'apprécier. Donc c'est dans cette atmosphère de mécontentement social sur fond de malaise économique que le chef de l'État a décidé de lancer son projet de révision constitutionnelle. Ça n'a pas raté, ça soulève beaucoup de tensions en procédure d'urgence. À l'Assemblée, les députés ont rejeté la procédure d'urgence. La question que je voudrais vous poser, c'est sur la démarche. La démarche, je commence par M. Hubert Mebiji. Pourquoi cette démarche-là? La procédure d'urgence a été rejetée. Ne revenons pas là-dessus. C'est pour ça que je parle des autres aspects de la démarche. Pour la suite. Oui, pour la suite, il n'y a pas de problème. Le chef d'État, comme il avait annoncé, promis lorsqu'il recevait le rapport, est-ce qu'il remballera ses illusions? Mais bien entendu, on est légaliste. On ne va pas, si ce ne sera pas rejeté, on va faire autre chose. On est très légaliste. Monsieur Gustave Sono, quelle est la meilleure carrière que vous souhaiteriez au projet de révision constitutionnelle? Je l'avais dit, mais ça avait raté. J'avais souhaité que le président de la République, Talon, puisse briser le mythe de la révision de la Constitution, mais en faisant une révision de façon élégante. Et, en vertu de l'article 54, je crois, de la Constitution, il a plein pouvoir pour la conduite de la politique de l'État. À ce titre, et en prenant l'initiative avec le Parlement, je souhaitais qu'on définisse une assemblée que je qualifiais de constituante
C'est une nouvelle constitution. Non. On refait la non, nationale. Je dis bien, allez relire l'article 54. Ça veut dire que le président, c'est ce qu'il veut. Et il définit l'Assemblée. Donc, mon problème, dans cette définition, on aura les corps constitués, les spécialisés. Et pour moi, par exemple, si on prend aujourd'hui la composition du CES aujourd'hui, plus par exemple des représentants du gouvernement, plus les députés, ça forme déjà les corps constitués et puis ça va calmer tout le monde. Il y a crise de confiance dans le processus et lorsqu'il y a crise, si vous n'adoptez pas une méthodologie qui rassure tout le monde, on a l'impression qu'on risque d'avoir un document qui sera contesté tout le temps. Merci beaucoup pour vos observations. On va finir le plateau avec M. Nathan Rekiti. Moi, je pense que quand on écoute les uns et les autres, on se rend compte que personne n'est contre la révision de la Constitution. Mais ce qui fait débat, c'est le contenu, c'est la procédure. Sur la procédure, je pense que... C'est réglé, les députés ont rejeté le vote par procédure d'urgence. Au-delà de la procédure d'urgence, il y a aussi la procédure pour réviser la Constitution. Pour écrire le projet. Comme le ministre Sonon l'a dit tout à l'heure, vous avez la loi organique sur le référendum. Vous avez les options fondamentales qui ont été dégagées par la Cour constitutionnelle. Vous avez le consensus national. Pour ma part, je pense que le chef de l'État aurait dû faire l'option du référendum. Et ce référendum aurait permis au peuple de se prononcer sur un certain nombre d'aspects qui figurent dans son projet et sur lesquels il ne peut jamais avoir consensus. Ces questions sur lesquelles le chef de l'État ne peut pas s'entendre avec les acteurs politiques, les syndicats, il peut les réserver au peuple souverain pour définitivement les trancher. C'est moi l'analyse que je fais. C'est votre analyse, c'est votre avis sur la question. Merci. 52 minutes, 1 heure de télé, ça ne suffira pas véritablement pour aller dans toutes les analyses possibles, pour décortiquer, détricoter la pertinence ou non d'un certain nombre d'actes politiques qui ont été pris par le chef de l'État au bout d'1 an de magistère. Merci à vous d'être passé pour partager avec nous vos regards sur le bilan critique de l'an 1 politique de Patrice Talon, homme d'affaires venu au pouvoir. Comment fera-t-il pour apaiser la tension sociale au-delà de ces actes politiques que représentent ces réformes? Réponse bientôt avec l'homme qui, au-delà de sa communication minimaliste, a décidé de parler à son peuple. Merci de nous avoir suivis. À très vite.